présentation. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur ici d'être ce soir. J'ai eu l'occasion de parler un peu des SIG l'année dernière dans cette même salle. Le temps était plus limité. Là, on a un peu plus de temps. Je m'excuse par avance si je vais répéter quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de me renouveler entièrement en une année. Voilà, en tout cas, merci d'être ici. Alors, la présentation d'aujourd'hui sera divisée en deux parties. Dans un premier temps, je vais offrir une introduction assez générale au SIG, en insistant surtout sur ses capacités de gestion des données, pour vous montrer comment on peut faire cohabiter des données qui, en apparence, sont très différentes, et comment on arrive à archiver, faire cohabiter et même exploiter des données lorsqu'on travaille dans une région. Donc ça sera la première partie, toujours centrée sur la TIC. Et puis dans un deuxième temps, je vais aller un peu plus loin, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire en termes de modélisation, en utilisant des outils d'analyse spatiale pour créer des nouvelles données à partir des données existantes, mais aussi pour parvenir à réfléchir de manière un peu plus profonde sur ces territoires, sur les territoires archéologiques, sur des questions d'archéologie spatiale, et montrer comment, relativement facilement, on arrive à lancer des hypothèses de travail qui sont intéressantes. Je vais aussi vous présenter quelques-uns des résultats que j'ai obtenus en travaillant avec les SIG, et puis je vais critiquer ces résultats, parce que je crois qu'on est dans une phase maintenant, après plus de 30 ans, où on utilise les SIG depuis plus de 30 ans. On est dans une phase assez critique. Il y a eu une première phase, disons, d'enthousiasme, qui a duré assez longtemps, et maintenant, de plus en plus, on intègre les erreurs du passé dans la réflexion actuelle, et c'est une phase assez intéressante. À ce propos, petite parenthèse avant de commencer, si vous vous intéressez au sujet et vous voulez aller un peu plus loin, il y a un numéro spécial du JAS, donc le Journal of Archaeological Science, qui est sorti en 2017, qui est consacré uniquement au SIG, et c'est un remarquable état de la question sur l'état des SIG en archéologie, et qui fait le point vraiment sur à peu près 30 ans de recherche. Donc là, c'est vraiment le point de départ actuellement pour toutes ces questions. Alors, SIG, GIS en anglais, Geographical Information System, système d'information géographique en français. Je ne vais pas m'arrêter sur une définition détaillée, mais en deux mots, c'est un système d'information géographique, SIG donc, qui est un système d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. Un système d'information géographique est un outil informatique qui permet de représenter et d'analyser toutes les choses qui existent sur Terre, ainsi que tous les événements qui s'y produisent. Ça, c'est la définition d'Esri, qui est le leader en logiciel SIG. Le petit dessin ici à droite est pratique, puisqu'il vous montre le monde réel dans un premier temps. Et au fait, avec un SIG, on va représenter les différents éléments qui se trouvent sur la surface terrestre en utilisant deux types de données principalement. Ce sont les vecteurs, principalement des points pour des sites ou des monnaies par exemple, en ce qui concerne l'archéologie, des lignes ou des polylignes pour représenter des courbes de niveau par exemple, ou des rivières, ou même des murs, et puis enfin des données de type raster qui vont être des cartes, qui vont être des photos aériennes, bref, tout ce qui est raster. Petite parenthèse là-dessus, il y a peu de logiciels informatiques qui arrivent à faire cohabiter tout ça de manière harmonieuse. Et donc ça, c'est l'un des premiers atouts des SIG, où on peut mettre à peu près n'importe quoi dedans, j'exagère un peu, mais des bases de données de différentes natures, des éléments raster, des éléments vecteurs, et le tout cohabite. Je vais vous montrer un peu comment. Alors, les SIG sont partout. Le mot ou le concept peut vous être étranger, mais vous avez tous un SIG dans votre téléphone portable. Si vous avez un smartphone, vous ne vous rendez pas compte, mais il est partout. Google Earth et Google Maps sont les logiciels SIG les plus utilisés dans le monde. Les SIG maintenant représentent un marché de plusieurs milliards d'euros avec des centaines de milliers d'employés à travers le monde. Donc c'est devenu quelque chose qui est vraiment utilisé partout. Tapez l'école française sur Google Maps, vous le voyez ici. Vous voyez tous ces points, tous ces sites. C'est une base de données gigantesque avec une réalité géographique. Et l'EFA ici, dans cette base de données, est une simple entrée dans une base de données qui comporte des restaurants, des hôtels, bref,
tout ce que vous voulez. Vous voyez qu'il y a des photos aussi, donc cette base de données a des photos, à différentes catégories, et même des liens avec des institutions proches. Donc là, c'est vraiment en SIG qui fonctionne en permanence sur votre machine, sur Internet, et puis sur votre téléphone portable. C'est un exemple que j'aime bien montrer aussi, c'est une carte de la criminalité à New York. C'est en SIG qui fonctionne en permanence. Chaque crime est recensé, il y a une réalité géographique, donc il rentre dans une base de données. Et en fonction du nombre de crimes, vous avez des cercles un peu plus grands. Vous remplacez les crimes par des monnaies ou par des figurines, et puis vous avez une carte de répartition des vestiges dans un site archéologique. C'est à peu près le même concept. Donc vraiment, les SIG sont partout. Et puis, à l'EFA, bien sûr, il y a plusieurs web SIG. Beaucoup de succès, qui sont très pratiques. J'ai pris celui de Delos ici. Il y a Argos aussi et d'autres sites. Donc, vous êtes entouré de SIG, que ce soit dans votre quotidien ou même en archéologie. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, SIG Archéologie, une collaboration de plus de 30 ans. On pourrait parler longtemps de l'historique, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Il y avait une phase dans les années 80 d'enthousiasme, comme je l'ai dit. On avait l'impression souvent qu'on faisait du SIG pour faire du SIG. Et on choisissait souvent des projets archéologiques juste pour montrer qu'on avait un gros SIG qui tournait derrière et puis qu'on était un peu plus malin que les autres. Je crois que cette phase est définitivement terminée et on est dans une phase beaucoup plus critique maintenant et on essaye constamment d'améliorer les algorithmes et d'améliorer les logiciels. Dans les années 2000, il y a eu beaucoup de manuels qui sont sortis, des manuels très solides qu'on continue à utiliser encore aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup d'articles théoriques aussi. Et là, j'ai une citation que je trouve toujours intéressante, c'est l'outil, les SIG, l'outil technologique le plus puissant en archéologie depuis l'invention des datations carbone 14. C'est Westcott et Brandon. Donc, c'est peut-être un peu exagéré, on peut revenir sur ce point dans la discussion. Et puis, il y a évidemment les opposants des SIG, il faut quand même les écouter aussi. Et là, il y a Pickles 1999, une technologie dénuée de rigueur intellectuelle, dépendant excessivement de présuppositions simples sur l'importance de modèles spatiaux dans un espace artificiel et déshumanisé. Donc voilà, deux camps s'affrontent ici. À vous de choisir le vôtre. Alors, dans cette première partie, je vais surtout insister sur la gestion des données, ce qu'on appelle le data management. Et ça, c'est une des grandes forces du SIG, car il permet de réunir des sets de données qui concernent la réalité physique, mais aussi archéologique d'une région. Donc on peut assembler des cartes anciennes, des cartes topographiques à diverses échelles, à diverses dates bien sûr, mais des cartes du sol, des cartes géologiques, des photographies aériennes, bref, tout ce dont on a besoin comme matériel cartographique et graphique pour étudier une région. Donc on peut faire cohabiter tout ça dans un SIG. Et puis évidemment, c'est l'apport des bases de données, puisqu'un SIG fonctionne avec des bases de données. Au début, c'était un peu plus complexe. Maintenant, n'importe quel document Excel, et vous avez tous des documents Excel avec des monnaies, avec des listes de sites ou de vestiges, n'importe quelle table Excel, en l'histoire de quelques minutes, peut être incorporée dans un SIG. Donc, de plus en plus, et cette facilité d'échange avec des bases de données qui sont souvent très différentes, avec des logiciels très différents. Et donc, on peut exploiter ces données, et même de façon statistique, il y a une puissance d'analyse que je vais essayer de démontrer tout à l'heure, qui est tout à fait remarquable. Donc, je crois que la force principale du SIG, c'est déjà de faire cohabiter toutes ces données ensemble, dans un seul logiciel, et même de les rassembler dans une seule, ce qu'on appelle les géodatabases, donc une database, une base de données géographique. Souvent, je conseille aux gens de faire du SIG en s'arrêtant à ce premier niveau. Ça permet de mettre beaucoup d'ordre dans ces données et ça permet surtout de faire cohabiter, donc, comme je l'ai dit, des données très différentes. Donc je vais d'abord parler, dans cette première partie de l'exposé, sur la façon dont on gère et dont on fait cohabiter ces données, en prenant toujours le cas de la TIC. Pour la TIC, on va commencer avec les cartes topographiques. C'est essentiel quand on travaille une région. On a besoin de rassembler toute la documentation cartographique. Donc pour la TIC et pour la Grèce, vous savez qu'il y a deux types de cartes. Il y a des cartes en 50 millième qui sont faites par l'armée grecque. La plupart, les dernières, ont été faites dans les années 80, donc elles datent un peu. Elles ne sont pas
toujours mise à jour, mais c'est quand même un élément essentiel pour récupérer de l'information topographique. Donc là, j'ai scanné toutes ces cartes, je les ai géoréférencées. Vous voyez ici la mosaïque des cartes au 50 millième pour la type et pour une partie de la baie aussi. En Grèce, on a aussi des cartes en 50 millième. Si vous faites du terrain, vous êtes familier très certainement avec ces cartes, qui ont une grande précision, qui sont certes pas mis à jour. La plupart datent des années 60, voire 70, mais elles sont extrêmement précises au niveau des contours. Et donc, on peut, dans un SIG, les géoréférencer et les faire parler et communiquer avec les autres cartes. Alors voilà, sur cette capture d'écran, vous voyez deux cartes qui ont des échelles différentes, mais qu'on arrive à faire cohabiter parfaitement. Donc, d'un côté, les cartes au 50 millième, et puis de l'autre, les cartes au 50 millième. Évidemment, on peut commencer aussi à gérer des cartes anciennes. Et en Attique, on a beaucoup de chance, mais si vous travaillez en Morée aussi, vous avez la mission de Morée par exemple, on peut récupérer les cartes, les fameuses Karten von Attika, qui ont été faites par les topographes allemands au XIXe siècle. Ces cartes sont remarquables de précision, et puis surtout, elles figent en territoire, en paysage de l'Attique, tel qu'il était au XIXe siècle, avant l'apparition de l'automobile bien entendu, mais aussi avant l'apparition de l'urbanisation massive d'Athènes. Donc ces cartes forment un réel trésor au niveau du patrimoine. Alors là aussi, je les ai géoréférencées, rectifiées, et donc j'ai une mosaïque des Karten von Attika sur le logiciel SIG. Alors ça offre énormément d'avantages. Vous voyez ici sur cette capture d'écran, 3 types de cartes, 3 dates différentes, 3 échelles différentes, et elles cohabitent de manière admirable, et donc on peut afficher toute l'information que l'on veut simultanément. Donc le but, bien entendu, c'est de récolter cette information, de la digitaliser et de l'avoir à portée de main pour l'étude archéologique. On va travailler aussi beaucoup avec les photos aériennes et puis les photos satellites. Vous voyez ici une vue de la baie d'Egostène en Mégaride, prise par la RAF en 1945, et puis une photo de Digital Globe en 2016. On peut justement utiliser toutes ces archives satellitaires et digitales pour remonter le temps en quelque sorte et comprendre l'évolution d'un paysage sur la longue durée. Et puis puisqu'on a parlé des Karten von Attika, là aussi, j'ai dit c'est un trésor d'information. Ce que j'ai fait systématiquement, c'est que j'ai digitalisé toutes les données qui se trouvent sur ces cartes, en me concentrant sur le nord de l'Attique. Ce qui fait que tous les éléments que vous voyez en rouge sur ces cartes sont des éléments antiques, des sites antiques, et donc je les ai digitalisés, ils sont rentrés dans une base de données, mais les topographes allemands ont aussi récolté énormément de données qui concernent les vestiges ottomans, qui concernent l'hydraulique, les jardins, donc j'ai systématiquement essayé de digitaliser ce trésor d'informations. L'avantage, c'est qu'une fois que ces cartes sont géolocalisées, géoréférencées sur votre SIG, en jouant avec la transparence à l'écran, vous pouvez afficher ces cartes et les vestiges antiques directement sur une photo satellitaire. Ça veut dire que si vous vous intéressez, j'ai envie de retrouver ce site ici, ce tombeau, ou même ces restes de murs, je peux savoir exactement où ils se trouvent dans une image réelle, et puis essayer de les retrouver sur le terrain quand ils existent. En l'occurrence ici, bonne chance, c'est l'aéroport militaire d'Enosis, donc voilà, c'est pas possible de pénétrer dans cette région, mais c'est pour vous montrer que c'est un outil fantastique pour essayer de retrouver ces sites lorsqu'ils existent. Alors voilà typiquement quelque chose que je vais faire, je vais redigitaliser les murs vus par les topographes allemands, et puis les afficher sur une carte satellite pour aller les retrouver et les documenter. Donc on voit l'exploitation de ces cartes, de ce matériel topographique et graphique qui est possible à portée de main grâce au SIG. Et puis ici, ben voilà, je vous affiche, il y a à peu près 800 points sur cette carte. Ce sont les différents sites qui ont été vus et étudiés par les topographes allemands dans les Karten von Attika. Ça comporte des sites antiques, mais aussi des sites médiévaux, des sites ottomans, notamment les Cannes qui se trouvent en Attique, des routes, mais des fours à chaud, par exemple, des citernes et des puits, ce qui est tout à fait important lorsqu'on étudie l'agriculture d'une région. Donc vous voyez ici, tous ces points correspondent à ces sites. Donc j'ai pu exploiter ces données, gérer ces données à partir des cartes qui cohabitent parfaitement dans SIG. Voilà pour le premier niveau, le matériel topographique et le matériel topographique existant et cartographique existant. Et un second niveau où on peut commencer à exploiter, interpoler et interpréter aussi les données physiques qui concernent le relief, mais l'élévation du territoire que l'on étudie. Et ça, c'est important pour faire abstraction
des données modernes. Quand vous travaillez en attique, peut-être que le 50%, voire le 80% des espaces sont bétonnés. Et donc, à quoi ressemblait le relief? Comment est-ce qu'on peut travailler? Grâce au DEM, ces MNT, ces modèles numériques de terrain, Digital Elevation Models, on arrive justement à faire énormément de choses et à extrapoler des données pour recréer un relief et essayer de comprendre comment le paysage antique a pu évoluer, mais aussi a pu fonctionner d'un point de vue humain et géographique. Alors voilà, en DEM, je tiens à dire que ces DEM sont gratuits grâce à un programme de la NASA qui s'est occupé depuis 20 ans maintenant, qui est un satellite Terra qui fait le tour de la Terre. On peut exploiter ces données gratuitement avec une résolution de 30 mètres par pixel, ce qui est tout à fait correct quand on travaille à l'échelle de la BOC ou de l'attique, par exemple. Si vous voulez travailler à l'échelle de Delos, ce ne sera pas suffisant. Il faudra créer votre propre DEM, mais ce n'est pas très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un DEM? On peut faire énormément de choses. Premièrement, on va représenter le terrain d'une manière autre que s'il s'agissait d'une simple carte figée papier. Donc, grâce à des ombrages, on va recréer le relief du terrain. Ensuite, on peut commencer à étudier les pentes. Et ça, c'est important lorsqu'on étudie l'intégration des sites archéologiques dans le terrain. Quelle est la prédilection des sites? Où est-ce qu'on préfère? Quelles sont les zones qui sont préférables pour l'habitat ou pour différents types d'exploitation? Donc, étudier les pentes, c'est quelque chose de très, très important. Et on peut le faire relativement facilement grâce à un DEM et puis classifier les pentes. C'est aussi un moyen d'étudier l'érosion depuis l'Antiquité. Et là, j'en viens directement au stade suivant, c'est la géomorphologie, qui est un élément absolument essentiel quand on travaille à l'échelle d'une région. Et de plus en plus maintenant, on étudie la géomorphologie et on arrive à établir des cartes géomorphologiques principalement à partir des DEM. Et là, il y a un exemple sous la direction de Pavlopoulos, dans la région de Masie, au nord-ouest de l'Attique, où je conduis avec des collègues de l'EFORI une prospection. On a fait une carte géomorphologique qui était basée peut-être à 70% ou même 80% sur une étude très précise de DM assez détaillée, et puis après avec des vérifications sur le terrain. Donc à partir des DEM, on va comprendre quelles sont les différentes formes et l'histoire géomorphologique d'une région. Une fois de plus, les DM sont absolument essentiels. On peut utiliser les DM aussi pour apprendre, pour étudier l'agriculture. Et ça, c'est un domaine que j'essaie de développer un petit peu. Ça fait quelques années que je travaille là-dessus. Je ne suis pas encore satisfait des résultats. Et donc, je vais m'allier avec des spécialistes pour essayer d'arriver à des modèles un peu plus développés. Donc, je m'intéresse beaucoup à la cartographie des surfaces agricoles de l'Attique, dans l'Antiquité, mais aussi à l'époque moderne. Donc, grâce au DEM, on peut croiser les données issues du DEM, donc par exemple les pentes, mais on peut les croiser avec la pluviométrie, par exemple, et avec la géologie pour essayer de restituer ou cartographier les surfaces potentielles agricoles. Pour l'époque moderne, bien sûr, mais si on arrive à faire des carottages dans la région, on peut aussi essayer de remonter le temps. Et donc ça, c'est un aspect tout à fait intéressant. On peut sélectionner, par exemple, des pentes. C'est ce que j'ai fait pour le modèle agricole ici. J'ai sélectionné les pentes qui étaient les plus favorables à l'agriculture, donc c'est 0 à 7%. Et puis j'ai croisé ces pentes avec les surfaces alluvionnaires, mais aussi avec des données agricoles disponibles. Et on arrive donc, vous voyez en jaune ici sur cette carte, où c'est un peu verdâtre, on arrive à déboucher sur une cartographie des surfaces agricoles. Et alors ça, c'est très important, puisqu'on arrive avec les facteurs de pente, d'érosion, de pluviométrie, et puis aussi les surfaces agricoles, on arrive à mieux comprendre l'implantation des sites archéologiques au sein d'une région. C'est encore une clé de lecture qui est possible grâce à l'analyse des données. Ensuite, le troisième niveau dans la gestion des données, c'est bien entendu la carte archéologique. Donc une fois qu'on a toutes les données topographiques et géographiques, qu'on a étudié aussi le relief, qu'on a étudié l'hydrologie, qu'on a étudié la carte géomorphologique, on peut commencer à travailler sur cette fameuse carte archéologique qui nous intéresse. Cette carte archéologique, je me suis concentré, moi, sur le nord de l'Attique, puisque je m'intéresse surtout aux frontières de l'Attique, avec la Béotie et la Mégarite. Donc, je n'ai pas inclus le centre de l'Attique ni le sud de l'Attique. Mais d'une manière assez systématique, je suis passé à travers le Deltion, et puis j'ai fait en catalogue des sites qui se trouvent dans la région d'études. Donc, j'ai à peu près 1500 entrées maintenant, toute période confondue, auxquelles s'ajoutent environ 700 entrées qui proviennent principalement des sites antiques vus par les topographes allemands des cartes Phonatica.
Donc une fois qu'on a ce canevas archéologique, vous le voyez ici, on peut intégrer des données et commencer à gérer les calques pour aller au-delà et pour essayer de comprendre un peu la région archéologique dans laquelle on se trouve. Alors vous voyez ici, avec le système de calque, le relief qui s'affiche avec les surfaces agricoles et les sites archéologiques pour l'époque classique, ici à l'écran. J'ajoute les dèmes de l'Attique. Vous savez que l'Attique comprenait 140 dèmes, 139 dèmes pour être précis. La plupart de ces dèmes sont relativement bien localisés. On y reviendra en fin d'exposé puisque j'utilise ces dèmes pour faire de la modélisation. Vous les voyez ici, c'est ces petits points rouges. Et puis après, le système routier de l'Attique, tel que je l'étudie, basé sur des vestiges existants, mais aussi sur une nouvelle analyse, j'y reviendrai après dans la modélisation aussi, des axes routiers et de la mobilité au sein de la région. Donc vous voyez que notre carte, petit à petit, commence à s'amplifier, elle se complexifie, et c'est là que les SIG deviennent gratifiants et extrêmement intéressants. C'est qu'une fois que vous avez été assez loin et que vous bénéficiez de plusieurs milliers de données, toutes les cartes sont en place, le relief est en place, on arrive vraiment à travailler à l'écran, on arrive à développer des hypothèses, on arrive à créer son analyse spatiale soi-même, et ça c'est extrêmement gratifiant et très intéressant. Alors, évidemment, il faut faire attention à trop d'informations, et c'est à ce moment-là qu'il faut aussi sélectionner l'information que l'on veut. Vous voyez ici tous les sites connus pour la région de l'étude. Bien entendu, c'est beaucoup trop, il y a trop d'informations. J'ai en tout environ 150 calques, on ne peut pas tous les afficher ensemble, on n'y comprend plus rien. Mais la grande force des SIG, c'est qu'on sélectionne uniquement les calques qu'on veut afficher à l'écran. Et donc, contrairement à une carte papier qu'on imprime une fois et puis elle est figée dans le temps, on a constamment une cartographie digitale qui est en mouvement, qui n'est jamais figée dans le temps et qui évolue pratiquement de façon quotidienne au fur et à mesure que les données s'accumulent. Donc ça, c'est vraiment une grande force. On peut aussi sélectionner les données par période chronologique. Ici, j'ai uniquement sélectionné, en faisant une requête SQL toute bête, les sites de l'époque mycénienne, et automatiquement, ils s'affichent à l'écran. On peut faire ça pour toutes les périodes chronologiques, bien entendu, ce qui permet de gérer l'information de manière tout à fait rationnelle. Et puis, si on veut aller un peu plus loin, on peut s'amuser un peu avec un peu de 3D. La 3D fait son apparition de l'ESIG maintenant depuis 10 ans, mais l'outil devient de plus en plus facile à utiliser. Je vous le montre ici, c'est pas pour montrer des petites images sympas, mais c'est vraiment pour vous montrer que bon, c'est pas très clair ici à l'écran, mais on voit les différentes routes qui partent en BOC depuis le centre de l'Attique. Et donc, une fois qu'on a ces modèles 3D de relief sur son écran d'ordinateur, avec les routes, avec tous les cycles, on peut vraiment faire un vol, du survol de ces régions. Et constamment, moi j'étudie ces régions, je prends des notes à la main, et depuis l'écran, on arrive à vraiment étudier le paysage de manière tout à fait nouvelle. Et là, je crois que c'est vraiment une grande force des SIG. Alors, ce que je vous ai montré pour l'instant, c'est pas très difficile. Il y a peu de données. Il y a peut-être une base de données pour le nord de l'Attique qui comprend 2000 entrées. C'est rien du tout pour un SIG. Les SIG commerciaux arrivent à contrôler des milliers de données, centaines de millions de données même. Donc ici, ce qu'on fait en archéologie la plupart du temps, c'est à petite échelle. Néanmoins, les SIG deviennent extrêmement intéressants quand on commence à manipuler en archéologie énormément de données. Et là, je pense bien entendu au projet de prospection, ou même si vous travaillez à l'échelle d'un site, pour la céramique d'un site, la céramique de Delos par exemple, pour prendre un exemple, on va commencer à manipuler des milliers et des milliers de données. Peut-être que le cerveau humain arrive à avoir une bonne compréhension d'un paysage archéologique avec un millier, 2 milliers de sites, mais quand on commence à manipuler des milliers et des milliers de données, on n'arrive simplement plus. Et je crois que dans le domaine des prospections, les SIG montrent toute leur force quand on doit gérer vraiment des dizaines de milliers de données. J'ai un exemple ici qui provient de la prospection, que je co-dirige l'Attique. C'est une prospection qui est relativement restreinte. Elle fait 13 km², donc c'est pas beaucoup quand on compare au grand survey de la Béotie ou du Péloponnèse. Mais on a néanmoins, en 4 ans, prospecté plus de 3000 unités. On a compté 63 000 tessons, 40 000 fragments de tuiles, environ 400 outils lithiques,
plus de 6000 tessons catalogués, environ 600 structures archéologiques, au sein d'une aire de 12 km². Donc vous vous rendez compte, quand on commence à avoir 100 000 tessons et morceaux de tuiles répartis dans un paysage, on n'arrive simplement plus à gérer l'information. Et c'est là que les SIG offrent des outils incomparables. C'est qu'on peut déjà gérer les données de manière rationnelle, mais on peut aussi interroger des données qui dépassent évidemment la compréhension du cerveau humain. Donc grâce aux outils statistiques, grâce aux bases de données qui sont comprises dans le logiciel, on peut faire énormément de choses au niveau de la gestion, mais au niveau de l'interrogation des données aussi. Alors, en exemple, faute de temps, mais pour ceux qui font de la prospection, en problème récurrent, c'est bien entendu la datation de la céramique de surface. Très souvent, vous savez comment c'est, on a une majorité au sein d'une unité de prospection de tessons qu'on pourrait dater éventuellement des époques classiques hellénistiques ou même de l'époque archaïque hellénistique, mais sans arriver à avoir une date plus précise. Donc ça, c'est un gros problème des surveys et des problèmes des projets de prospection en Grèce. Des chercheurs ont beaucoup travaillé sur ces questions. Il y a des méthodes statistiques pour essayer d'effacer le plus l'incertitude qui est liée à la datation, mais ça reste un problème tout à fait important. Alors ici, on a essayé de développer une méthode statistique pour essayer de réduire cette marge d'incertitude quand on regarde la céramique. Alors déjà, pour chaque tesson qui est répertorié, on va l'étudier et puis on va lui attribuer une date si c'est possible. Et on va afficher sur notre carte uniquement les tessons qui sont datés avec certitude. Alors, vous voyez ici, les tessons en jaune sont des tessons hellénistiques et les tessons en turquoise sont des tessons classiques. Ça, ce sont les tessons qu'on peut dater de manière très précise. Et puis après, on va rajouter le reste. Et vous voyez ici le reste, c'est ça. En bleu, par exemple, ce sont des tessons qu'on va appeler grecs, c'est-à-dire tout simplement des tessons qui pourraient aller de l'époque archaïque jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, qui ne sont pas d'époque romaine. Donc c'est un espèce de fourre-tout qui malheureusement représente peut-être le 85% de la céramique récoltée en prospection. Voilà. Et puis il y a aussi ici dans cette catégorie des tessons qui sont, disons, classiques hellénistiques. Il y a un peu de vernis noir sur la panse, donc c'est probablement classique hellénistique, mais on ne peut pas aller plus loin. Quand on met tout ça ensemble sur la carte, on se dit que finalement, pour quelques sites, si on a un tesson qui est daté avec certitude et on a 4 tessons qui sont datés de l'époque grecque, en général juste à côté, il y a une forte chance qu'au niveau statistique, les 4 tessons qui se trouvent à côté du tesson classique datent de la même période. Donc grâce à cette méthode statistique, on arrive à diviser le territoire en différentes micro-régions, en différentes micro-zones. En zoomant sur les sites, on arrive à réduire cette marge d'incertitude. Mais ça, on arrive à le faire à une échelle de 100 000 tessons, et pas juste 20 tessons, 200 tessons, ou même 1000 tessons. Donc vous vous rendez compte que l'outil va traiter vraiment des milliers de données en l'espace de quelques secondes, et va nous permettre de dépasser certains obstacles que l'on rencontre en archéologie, et même proposer des hypothèses de travail, et même pour aller souvent beaucoup plus loin que ça. Donc vraiment, je crois que là, dans les prospections, les SIG démontrent toute leur force, à un tel point où on peut se demander si ce n'est pas devenu une collaboration absolument nécessaire. Et quand on fait de la prospection de surface, je crois que c'est vraiment plus possible de se lancer dans des tels projets s'il n'y a pas un SIG qui tourne derrière. Tout simplement parce que les données seront récoltées, bien entendu, par les équipes de terrain, mais après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données si on n'a pas des outils informatiques et statistiques très puissants derrière pour exploiter ces données? Je crois que vraiment là, la marge de manœuvre devient de plus en plus limitée. Et puis, c'est peut-être moins flagrant, mais aussi quand on travaille pour l'archéologie d'une région, même si on fait de la prospection dite extensive, je crois que de plus en plus les SIG deviennent un outil indispensable pour traiter la masse de données et surtout la variété des données que comporte toute région archéologique finalement. Voilà. D'un point de vue personnel aussi, pour clore cette première partie concernant la gestion des données, d'un point de vue personnel, je trouve que les SIG offrent un grand avantage aussi au niveau d'une discipline personnelle, au niveau de l'ordre. On va mettre beaucoup d'ordre dans ces données. Ça nous oblige à avoir un système, ça nous oblige à classifier les données de manière très rationnelle et puis surtout d'avoir toutes les données à portée de main en permanence. Alors, sur cet écran ici, vous voyez le SIG du nord de l'Attique que j'ai mis en place ici. Et puis à droite, vous avez plusieurs centaines de calques qui représentent tous les différents types d'informations
que je réunis sur le SIG. Il y a des centaines de cartes topographiques, il y a des milliers de sites archéologiques, il y a des différentes catégories de sites. Donc là, vous avez tout ça à portée de main et ça offre une souplesse, je crois, qui est absolument admirable. Donc au niveau de la gestion des données, vraiment, d'un point de vue scientifique, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc voilà pour cette première partie d'exposé. Alors, on pourrait se contenter aussi d'en rester là, et c'est déjà bien. Gérer des milliers de données, c'est vraiment positif, mais ce que je veux montrer maintenant, dans les minutes qui me restent, c'est de montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin, et qu'on peut, en utilisant des outils d'analyse spatiale, on peut déboucher sur des réelles problématiques en archéologie avec des nouvelles hypothèses de recherche. On peut étudier de manière beaucoup plus détaillée maintenant on peut étudier de manière beaucoup plus détaillée l'interaction entre l'homme et l'environnement. On peut analyser aussi les possibilités qui sont offertes par l'environnement et les stratégies qui sont mises en place par l'homme sur la longue durée pour les exploiter. On peut aussi humaniser, entre guillemets, le paysage en recherchant les unités spatiales du passé autour des sites d'habitat, mais aussi étudier la formation des régions sur la longue durée. Et je crois que les SIG de plus en plus nous permettent de plonger dans une complexité territoriale qui n'était pas accessible il y a encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Donc là, on peut vraiment aller très loin. En utilisant les données que je vous ai présentées maintenant, on peut utiliser ces données pour créer des nouvelles données aussi. Et ça, c'est un élément qui est très important et qu'il faut vraiment rappeler quand on fait du SIG. Le but, c'est vraiment de créer des nouvelles données pour créer des nouvelles hypothèses de recherche. Et on peut maintenant déboucher sur des hypothèses de travail qui prennent en compte des paramètres de plus en plus complexes. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer beaucoup d'outils d'analyse spatiale. Je vais me concentrer sur deux. Premièrement, c'est la mobilité. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour étudier la mobilité au sein d'une région, étudier les réseaux routiers antiques. Et puis ensuite, je vais insister un peu plus sur les allocations territoriales pour essayer de comprendre comment on s'organise en territoire. Alors, je vais commencer par la mobilité au sein d'une région. Ça fait quelques années maintenant que j'étudie les routes dans le nord de l'Attique, les routes qui quittent l'Attique, donc qui connectent aussi Athènes et les dèmes de l'Attique avec les régions limitrophes. La documentation accessible, elle a été réunie en grande partie grâce à un ouvrage publié et édité par Manolis Korres, mais on a beaucoup d'éléments qui sont assez disparates. Et donc, j'ai essayé de trouver un peu un système pour mettre un peu d'ordre dans les tronçons de route qu'on connaît, pour essayer vraiment de les gérer dans un système de réflexion un peu plus régional. Alors, j'ai travaillé avec un outil que je vais expliquer un peu plus dans les minutes qui suivent. C'est ce qu'on appelle les plus courts chemins, les least cost paths, qui sont utilisés depuis 20 ans maintenant, qui est probablement l'outil SIG le plus utilisé en archéologie du paysage. Le concept est relativement simple. Comment se déplacer du point A au point B de manière la plus directe en offrant le moins d'efforts humains possible. Donc l'outil est relativement simple. Il faut un DEM, donc un modèle numérique de terrain, et puis il faut insérer dans chaque pixel l'effort humain. Cet effort humain, ça peut vous sembler un peu abstrait, mais on a calculé, grâce à des études qui ont été faites, on a pu calculer l'effort qu'il faut consacrer pour franchir une pente et les distances sur une pente, et en insérant tous ces résultats dans un DEM, dans un modèle numérique de terrain, on peut créer un effort en coût de marche sur des longues distances. Donc quand on multiplie ces analyses du plus court chemin, à partir d'Athènes pour des points régionaux, mais au sein d'une région aussi, on arrive à recréer, si vous voulez, un réseau routier théorique qu'il faut confronter aux réalia archéologiques. Donc ça, c'est une méthode qui nous permet déjà de relier des tronçons de route qui, à première apparence, ne fonctionnent pas ensemble, mais ça permet aussi de lancer des hypothèses de recherche en disant « Tiens, j'ai jamais pensé à ce cheminement, tiens, c'est vrai, il y a peut-être un cheminement direct aussi. » Et grâce à ces cheminements, j'ai souvent été sur le terrain et j'ai trouvé des routes. J'ai trouvé des tronçons de chemin et de routes, antiques ou pas, mais en tout cas du 19e siècle et même antérieur. Donc ça vous montre que c'est vraiment aussi un outil qui permet de repartir sur le terrain avec des nouvelles hypothèses et de nouvelles pistes de recherche. Donc,
ces East Coast Pass et ces études de mobilité apportent énormément pour comprendre comment on pouvait se déplacer dans une région dans l'Antiquité. On peut aussi renverser les centres et étudier les mouvements à partir de la périphérie. Et là, je me suis intéressé au cas de Rhamnante aussi, mais tous les dèmes frontaliers de l'Attique, en créant, si vous voulez, des zones d'effort à partir de Rhamnante pour essayer de comprendre comment les différents dèmes de l'Attique et les différents sites de l'Attique cohabitent entre eux. Et puis à partir de ces zones d'influence, qui représentent, chaque couleur représente à peu près 2 heures de marche sur le terrain, on arrive à comprendre que finalement Sounion est aussi éloigné que Mégare pour quelqu'un de Rhamnante. Et donc ce type d'analyse vous permet un peu de renverser le centre qui est Athènes finalement et qui nous occulte tous, puisqu'on pense toujours en fonction du centre d'Athènes et on pense aux dèmes comme des petits satellites qui tournent autour. Mais pour quelqu'un qui vit à Rhamnante, c'est pas du tout une réalité. Donc en modifiant comme ça le centre de gravité et en déplaçant ce centre de gravité à la périphérie des dèmes attiques et même de la région, on arrive à aborder des questions de mobilier d'une manière tout à fait nouvelle et qui, moi, me semble très intéressante. Et à partir de chaque dème de l'Attique, on peut lancer en East Coast Path, dans un plus court chemin, depuis Rhamnante vers tous les dèmes de l'Attique. Et en quelques secondes, vous avez un résultat comme ça, je ne sais pas si c'est très clair à vous, vous avez 140 cheminements qui s'affichent à l'écran, qui sont les chemins les plus courts depuis Rhamnante jusqu'à environ 140 ou même 200 sites en Attique. Évidemment, ça crée beaucoup de bruit graphique, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Les axes vont souvent se multiplier, mais souvent ils emploient les mêmes. Alors, quand on multiplie cette analyse par 60 dèmes, 80 dèmes, vous vous rendez compte qu'on arrive à recréer un réseau théorique de circulation qui est très dense, mais qui nous permet après de mieux intégrer les données archéologiques disponibles et aussi de mieux comprendre le domaine du possible en matière de cheminement et de mouvement au sein d'une région. Alors bien entendu, ce qui est important, c'est de critiquer. Parce que maintenant, on ne peut plus presser sur un bouton en se disant « le CIG a dit ça, ça doit être juste ». Absolument pas. Et les études montrent que dans certaines régions, ça ne fonctionne pas du tout. Donc les plus courts chemins, dans certaines régions archéologiques, ne vont pas fonctionner. Pour le cas de l'Attique, moi, j'ai systématiquement, pour les routes qui quittent l'Attique, j'ai systématiquement prospecté, depuis plusieurs années maintenant, les résultats, pour essayer de voir, essayer de critiquer le résultat informatique. Et pour l'Attique, en tout cas, et pour l'EB aussi, il est d'habitude excellent. Ça veut dire que les plus courts chemins, dans la majorité des cas, sont réalistes et vous illuminent et vous indiquent une route qui a de bonnes chances d'exister. Et ça, c'est assez important. Je prends un exemple ici, c'est la fameuse Kaki Scala entre Éleusis et Mégare. Route difficile, pas beaucoup de possibilités. Alors vous voyez le East Coast Path ici, le plus court chemin en orange. Et puis je le compare ici avec les Cartum Phonatica qui sont géoréférencés. Et vous voyez la route antique qui malheureusement n'existe plus. Elle a été en grande partie détruite, ici en rouge, telle qu'elle a été cartographiée par les géographes allemands. Alors évidemment, ça ne correspond pas à 100%, mais le cheminement est là et il correspond à un cheminement antique. Et donc on peut multiplier ces cas pour l'Attique et je pourrais vraiment parler 1 heure sur les grands succès. Il y a aussi des échecs. Des fois, il y a des cheminements qui sont absolument pas réalistes. Donc c'est à nous, c'est à l'archéologue prospecteur d'aller, de critiquer les résultats systématiquement et d'éliminer les plus courts chemins qui n'ont aucune réalité archéologique et même économique. Et en mettant de l'ordre et en progressant ainsi, on arrive, je crois, à recréer un réseau de communication antique, ce qui serait pratiquement impossible si on travaillait seulement avec la carte papier. On peut aussi faire de la visualisation 3D et on peut afficher les résultats en 3D. Une fois de plus, je montre cette image, pas parce qu'elle est jolie, mais enfin je la trouve jolie personnellement, on ne peut pas être d'accord, mais vous voyez ici les routes qui s'affichent de manière admirable dans le relief, et puis à l'écran on peut bien entendu zoomer et on peut vraiment étudier l'implantation des routes du 19e siècle ici, ou même des routes antiques connues, répertoriées dans le paysage. Et ça c'est très important aussi, je crois, pour former son cerveau à reconnaître ces routes et à un peu prévoir le cheminement idéal dans le territoire. Alors, je me suis intéressé à un cas particulier, puisqu'on peut dire, ok, l'époque classique, on a tous ces vestiges, c'est facile. Je me suis intéressé à la mobilité régionale à l'âge du bronze, où on a relativement, ou même absolument, enfin, très très peu d'éléments. Donc le but ici, c'était de prendre les 12, 14, 15 sites principaux à l'Helladique récents,
non seulement en attique, mais aussi évidemment en Béotie, pour ne pas ignorer les voisins, et essayer de voir comment on aurait pu circuler en attique à cette période, à travers ces sites. Ça part d'un postulat assez simple, ces sites doivent communiquer entre eux, et donc qu'est-ce qu'on peut recréer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de comprendre les mouvements entre ces sites. Alors, pauvreté des vestiges, c'était un défi supplémentaire, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans une région et dans une période historique pour laquelle on a très peu d'éléments. À ma connaissance, le seul, et encore il est discutable, le seul pont peut-être mycénien trouvé a été étudié par Langdon dans les années 90, dans la plaine triasienne. Il a trouvé ce pont ici en pierre et il l'a daté de l'époque mycénienne. Il a été critiqué, ça se base sur une comparaison avec le fameux pont de Casarma en argolide. Ici sur la photo, les deux ont l'air relativement semblables, mais c'est difficile d'attribuer une date à ce pont. Donc très peu de vestiges pour l'Attique pour cette période. Donc là, c'était un défi supplémentaire en se disant, voilà, est-ce que finalement les SIG ne peuvent pas nous permettre de recréer un réseau théorique de communication pour une période chronologique et une période archéologique qui est relativement mal connue en termes de route, bien entendu. C'est incomparable, bien entendu, avec ce qu'on a en Argolide ou dans le Péloponnèse. Alors, problème, ce pont n'existe plus. Il a été détruit lorsqu'on a construit l'Attikiodos et le train qui va à Mégare. Donc j'ai réussi, grâce aux cartes, à retrouver le point, mais quand on va sur place, on se rend compte qu'il correspond à un pont moderne, et oui, et voilà, oui, parce qu'il y avait un Talweg qui passait par là, et donc il a été bulldozé, et j'ai retrouvé plusieurs blocs qui doivent faire partie de ce pont, qui ont simplement été écartés, voilà, des gros blocs assez massifs, qui ont été écartés des deux côtés du ravin. Donc malheureusement, ce pont n'existe plus. Donc je reviendrai sur ces vestiges, mais j'aimerais maintenant un peu me concentrer sur la méthode. Donc voilà, voies naturelles en Attique, on peut les étudier, quels sont les cheminements putatifs entre les habitats à partir des principaux habitats. Et puis, alors il faut d'abord mesurer le coût, l'effort de marche, le coût distance depuis Athènes, et ça permet d'établir des zones de proximité et d'influence. Et on multiplie cet exercice par les 12-14 habitats qu'on étudie pour avoir une carte d'influence à partir de chaque site d'habitat. Et puis ensuite, on lance l'opération des plus courts chemins qui part d'Attique et qui va rejoindre les 14 habitats mycéniens les plus proches dans la région. Et on multiplie l'exercice depuis Marathon, depuis Platée, depuis Thèbes, depuis Éléon, depuis Tanagra, bref, depuis tous les sites qui nous intéressent. Et puis une fois qu'on a fait cet exercice, ça prend quand même pas mal de temps, on arrive à avoir en réseau des plus courts chemins. Et là, on se rend compte déjà qu'il y a des grands axes qui se dessinent. Et en repartant sur le terrain et en étudiant le réalisme, la réalité de ces sites, de ces routes, pardon, on peut mettre un peu d'ordre pour essayer d'aller un peu plus loin. Une façon de mettre de l'ordre, c'est de les comparer avec les sites archéologiques, connus pour la période. Et là, quand on commence à mettre les calques ensemble, on se rend compte qu'il y a une grande cohésion entre les sites archéologiques et les plus courts chemins, ce qui nous rassure déjà, et ce qui nous permet aussi d'interpréter certains sites archéologiques dont l'identification peut prêter à confusion. Et quand on se trouve sur un axe routier, on se dit « Ah bah tiens, voilà, évidemment, ça a un sens de ce point de vue-là ». Donc voilà à peu près pour la théorie et l'exercice. Donc voilà un peu les grands axes, une fois qu'on a mis de l'ordre. Voici les grands axes de communication pour le bronze récent, avec les principaux sites archéologiques connus. On voit que la plupart des sites sont reliés par ces axes. Et puis le pont, le fameux pont mycénien étudié par Langdon, ben, il tombe, il est indiqué ici par l'étoile, il tombe pile poil sur le plus court chemin entre Ménidie, donc à Carnaï, à Carnès, avec la fameuse tombe d'Olos, et la région et la route de Thèbes, mais aussi, donc voilà, c'était un des axes principaux. Donc ce pont, maintenant, à mon avis, tel qu'on arrive à le replacer dans un axe de communication comme ça, théorique, retrouve pas mal de sens, puisqu'il correspond à quelques mètres près au plus court chemin entre deux sites importants pour la période. Donc on peut, c'est une clé de lecture pour étudier aussi les différents vestiges. La prochaine fois qu'on trouve des vestiges de route, on arrive à les recalquer sur ce schéma, et puis ça nous permet d'interpréter aussi des vestiges archéologiques qui, à première vue, ne sont pas totalement clairs d'un point de vue topographique. Voilà pour la mobilité. Ensuite, je vais parler maintenant un peu de l'analyse régionale, comment est la définition des différents territoires. Donc on a une série d'habitats, pour une
région qui nous intéresse. On a des sites archéologiques, mais on va essayer de mettre de l'ordre dans l'organisation territoriale d'une région en se concentrant d'abord sur les habitats et puis voir un peu comme les sites secondaires s'harmonisent ou pas avec les principaux sites d'habitat communs. Alors, ce type d'analyse remonte à quand même pas mal de décennies. C'est ce qu'on appelle le Site Catchment Analysis ou analyse de captage, analyse des espaces vivriers. Donc, ça permet de modéliser l'étude des ressources qui sont disponibles à l'intérieur d'une région, ce qu'on appelle le catchment ou le captage, accessible depuis un habitat, que ce soit un village, une ferme, une grotte préhistorique. Donc, ces études ont été lancées surtout par la New Geography dans les années 60, puis après elles ont été reprises par les archéologues, même de la New Archaeology. On en a beaucoup fait dans les années 70. Et puis, ça permet, grâce au polygone de Thiessen, je vais venir aussi, de hiérarchiser un peu l'information régionale. Alors, quelqu'un qui a fait ça pour l'Attique, c'est John Bintliff, qui utilisait ça. Les régions géométriques, donc définir le territoire d'un habitat. Il a utilisé les polygones de Thiessen, que vous connaissez certainement, en utilisant les dèmes attiques, les 139 dèmes. Il a essayé de comprendre finalement quels étaient les territoires de ces dèmes. Il ne faut pas oublier que ces dèmes, bien entendu, ont un centre d'habitat, mais ils ont aussi un territoire, et un territoire vivrier. Et le dème, le centre de dème sans son territoire ne peut, bien entendu, exister. Et donc, en essayant de recréer ces différentes micro-régions, chères à Horden et Purcell, on arrive à rentrer dans un niveau d'analyse et de complexité territoriale qui nous permet de mieux lire le paysage antique. Le problème avec cette méthode, il y a plusieurs faiblesses qui ont été décriées, qui ont été critiquées par de nombreux chercheurs, c'est que les régions géométriques sont définies en termes spatiaux abstraits et ne prennent pas en compte la teneur de l'espace. Donc simplement, c'est la distance euclidienne entre deux sites. On coupe la distance entre deux, on dessine en polygones. Donc on a, si vous voulez, des polygones qui sont un peu abstraits et artificiels et qui ne prennent pas du tout en compte le relief. S'il y a une montagne entre deux points, le polygone de Thiessen va calculer la distance euclidienne, il ne va pas calculer l'effort de marche. Donc ça, c'est un gros problème. Et puis les régions géométriques sont donc essentiellement analytiques et tiennent davantage à la démonstration. Car très peu de processus spatiaux réels sont non affectés par ce qui se trouve au sol, ce fameux relief. Alors, l'un des premiers à affronter ce problème dans les SIG, c'est un grand spécialiste des SIG qui s'appelle Anthony Bevan et qui a écrit un article absolument remarquable dans le Journal of Mediterranean Archaeology en 2010, qui s'appelle Political Geography and Palatial Crete, où il a repris, à partir de la position des palais crétois, il a fait une analyse de la surface et du coût surface. Ça veut dire, en termes de coût humain, qu'est-ce que ça me coûte si je dois marcher de Knossos à Festos? Et donc il a fait ces cartes d'analyse pour toute la Crète, il a replacé ensuite les palais crétois, et à partir de ces des palais crétois, il a créé des cartes de répartition, et il a créé des territoires théoriques pour ces palais, qui sont basés non plus sur la simple distance entre deux palais, mais sur l'effort de marche. Et donc ça change absolument tout, pour comprendre comment une région peut se former et comment une micro-région peut se former, et surtout comment, à partir d'un habitat, on peut exploiter la région la plus proche en respectant cette fameuse logique économique qui veut qu'à partir, s'il faut marcher plus d'une heure pour rejoindre son champ, ça fait 2 heures par jour, ça ne vaut pas la peine. Mieux vaut se déplacer, quitter son centre d'habitat pour aller un peu plus loin. Donc, basé sur ce postulat qui est relativement simple, mais en modélisant l'effort de marche et le coût humain de la marche, on arrive à déboucher sur des modèles d'analyse spatiale qui sont beaucoup plus développés. Alors, j'ai appliqué la méthode Bevan pour les dèmes de l'Attique. Alors, on a 139 dèmes attiques, 140, on arrive à en localiser à peu près, disons, 120, 110 de manière relativement précise, donc il y a toujours un flou. Évidemment, les données archéologiques ne sont jamais absolument parfaites. Donc, à partir des 120 dèmes qu'on arrive à localiser, je me suis lancé dans une étude d'analyse de coût-surface qu'on appelle l'allocation de coût-surface. Alors, les résultats sont intéressants. Vous avez ici l'Attique qui est divisée en différentes micro-régions qui sont basées sur l'effort de marche. On voit ici en zoom sur une région, on voit tout d'abord qu'on n'a plus des lignes droites tracées au corbeau, comme c'était des lignes théodolites à mi-distance entre deux sites, mais on voit que le modèle numérique de terrain est pris en compte et l'effort de marche va prendre en compte le relief et donc on va suivre exactement des lignes de crête ou des obstacles naturels. Et ça c'est très important parce que ça prend
évidemment en compte le relief, la surface terrestre et le coût économique dans l'habitat. Alors, évidemment, on débouche une fois de plus sur un modèle qui est peut-être plus évolué que le simple polygone de Thiessen, mais qui reste quand même tout de même relativement théorique. Alors je me suis dit, il faut quand même un peu essayer de critiquer ces données. Et comment est-ce qu'on peut critiquer? Pour la TIC, on peut se dire finalement, si on étudie les frontières entre les DEM, je vais voir comment ces frontières de DEM théoriques cohabitent avec les fameux oroïs rupestres. Ces fameux oroïs rupestres, il y en a à peu près une cinquantaine pour la TIC, d'une interprétation souvent débattue, mais finalement, si on arrive à topographier avec un GPS tous ces oroïs, je vais voir comment ils cohabitent avec ces limites théoriques. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été retrouver les oroïs, j'ai pris des points GPS, il y a quelques photos ici, la plupart sont répartis dans le sud de l'Attique, la plupart sont publiés, donc grâce à ces publications, on arrive à les retrouver, on prend un point GPS, je reviens et je compare les résultats. Et voici la comparaison des résultats. J'espère que c'est clair à l'écran, mais vous voyez ici donc, les différentes frontières entre ces DEM, ces frontières de DEM, et il y a une remarquable coïncidence entre ces oroïs et ces limites de DEM. Donc, dans 80% des cas, on est à 100 mètres ou à moins de 200 mètres des limites créées par le modèle. Ça m'a bien entendu surpris. J'ai envoyé ça à beaucoup de monde, j'ai fait des études statistiques pour voir s'il n'y avait pas un coup de chance absolument incroyable. Non, c'est pas de la chance, il y a quelque chose qui se passe. Alors essayons de l'analyser. Ça ne veut pas dire que le modèle est juste, ça ne veut pas dire que le SIG a raison, mais cette coïncidence entre les oroïs rupestres et puis ces limites théoriques nous oblige à aller au-delà et nous oblige à élaborer des nouvelles hypothèses. Et on peut se demander finalement si l'effort de marche d'un habitat à l'autre n'est pas une règle non pas universelle et applicable de manière systématique, mais finalement, s'il y a le poids économique de la marche n'a pas une grande importance pour la division de l'espace en micro-régions au sein d'un grand territoire. Alors, on peut aller un peu dans les détails. Il y a des exemples intéressants. Par exemple, ce Oros ici rupestre correspond à 3 limites. Donc, il délimite éventuellement 3 limites théoriques. Et je me suis dit, bon, c'est un simple hasard, jusqu'au moment où je suis reparti dans le corpus épigraphique sur les frontières. Et souvent, ce qu'on a en Grèce, on a des tri-oroïs. On a un oros qui délimite 3 régions différentes. Alors je me suis dit, tiens, c'est drôle. Je ne dis pas que c'est en cas de tri-oros, mais ça éclaire encore sur cette notion de tri-oros, où finalement, au lieu de mettre plusieurs, chacun met son oros, il y en avait un pour délimiter 3 zones d'influence différentes. Vous voyez ici en rouge les différents oyoi dans la région de Sounion et les lignes qui ne sont jamais très loin. Un autre exemple, dans la région entre Glyfada et Voulin, ça a été étudié par Hans Goethe, on voit aussi une remarquable ligne qui correspond à la crête, bien entendu, à la ligne de crête, bien entendu, donc vous pouvez me dire, ok, bon, c'est évident, mais une fois de plus, je crois que le modèle trouve une certaine mis en valeur grâce à cet exemple. Un exemple intéressant aussi, c'est l'aéroport d'Athènes. Quand ils ont rasé la colline de Zagani à l'aéroport, ils ont trouvé 2 oroïs qui ont été topographiés. On les voit au musée de l'aéroport maintenant. Et quand j'ai replacé ces oroïs à partir des données et des cartes de Steinhauer, je me suis rendu compte qu'on est à moins de 200 mètres d'une limite théorique. Donc là aussi, on peut avoir une limite de DEM à cet endroit. Il y a un cas où ça ne marche pas, et c'est assez intéressant, c'est tous les oroïs, plus de 25-30, qui ont été trouvés autour de l'université d'Athènes. Donc sur les pentes d'Illimètre. Et là, ça ne marche pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces oroïs ont été analysés par leurs inventeurs par des limites privées. Donc ici, on a un cas où le modèle peut même influencer l'interprétation d'un oros qu'on trouverait par terre, qu'on trouverait sur le sol, en montrant que bon, il tombe au milieu d'une limite théorique de DEM, donc peut-être que c'est des limites privées et on n'a pas affaire à des limites de DEM. Donc là aussi, je crois que l'outil nous montre qu'on peut interpréter les nouvelles découvertes d'une manière tout à fait nouvelle. Je prends l'exemple ici encore de Sounion, Bessa, Athénée, Amphitropée, qui a été très étudié par Hans Lohmann et Goethe aussi, et sur la base de leur prospection, le fameux DEM d'Athénée, ils ont trouvé beaucoup d'oroïs, ils ont délimité des limites. Ici, le modèle conforte grandement leurs résultats, mais bien entendu, à partir de ces limites, on peut réinterpréter le résultat. Alors,
La première critique, on peut se dire, bon, bah, c'est un peu quand même simpliste. Vous pressez sur un bouton, vous avez un relief, ok, le coût de la marche, mais on peut se demander si finalement l'analyse est un peu pas simpliste. C'est vrai que de nombreux DEM ne sont pas encore localisés et d'autres flottent. Donc si on commence à changer un peu la disposition des DEM, ces lignes théoriques vont aussi changer dans beaucoup de cas, et on peut se dire c'est finalement trop tôt pour appliquer cette méthode. Il faudrait peut-être attendre un peu que les DEM se figent un peu de manière plus solide d'un point de vue scientifique avant de lancer une analyse de ce type. Oui, c'est vrai, mais dans le sud de l'Attique, où la position des DEM est relativement mieux connue que pour le nord de l'Attique ou même la Mesoguée, ça marche relativement bien. Donc cette critique, il faut la prendre en compte, mais elle n'est pas non plus absolue. Une autre critique, c'est le coût de la marche, c'est une notion arbitraire. C'est une notion, mais évidemment, pour délimiter un territoire d'une micro-région, il y a énormément de paradigmes à en prendre en compte. Se baser uniquement sur le coût de la marche, c'est trop simpliste, c'est arbitraire, c'est intéressant, ça débouche sur une hypothèse de travail, mais il ne faut pas prendre ça comme une réalité et il faut une fois de plus critiquer les résultats. Ensuite, les limites d'un territoire ne sont pas nécessairement à mi-distance, que ce soit à mi-distance euclidienne ou mi-distance en termes d'effort de marche, on est quand même à de la mi-distance et évidemment les territoires ne se forment pas comme ça. Donc là aussi, on atteint la limite du modèle. Et puis, le problème, je crois, principal avec ce modèle, c'est que les habitats ont le même poids territorial. Ça veut dire que les populations divergent, bien entendu, d'un DEM à l'autre, mais le modèle ne va pas prendre en compte le poids démographique de l'habitat. Ça veut dire qu'à Karnaï, par exemple, le DEM le plus populeux de l'Attique, avec 22 bouleutes, une population de plusieurs milliers, est-ce qu'il n'a pas un terroir plus étendu que son voisin qui compte seulement 2 bouleutes, et donc une population probablement de 200 ou 300 personnes, de conditions libres? Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui ont essayé de développer, des chercheurs ont développé des modèles pour prendre en compte la population, et donc ça, c'est une direction à l'avenir qu'il faudra suivre. Donc, il faut savoir qu'on arrive à des résultats intéressants, mais c'est important de critiquer ces résultats et surtout de publier les limites de l'analyse. Donc, ça, c'est vraiment important. Néanmoins, une fois qu'on a affiché les limites du modèle, il faut quand même accepter qu'il y ait une convergence de résultats qui peut être souvent intéressante, voire même troublante, et qu'il y ait des développements intéressants et même inattendus qui peuvent surgir de ce modèle. Alors, je pense que c'est un outil qui est nécessaire malgré ses limites. Une fois qu'on connaît ses limites, on arrive à exploiter le modèle de manière beaucoup plus intelligente aussi. Je crois que c'est une méthode nouvelle pour analyser les bornes rupestres que l'on trouve dans un territoire. Ça veut dire qu'en affichant cette grille d'analyse, on peut se dire, bon, cette borne, d'après ce modèle-là, peut ou ne pas être une limite publique entre deux DEM. C'est aussi une nouvelle grille de lecture pour faire progresser la topographie des DEM. Parce que ça nous oblige, pour le cas de l'Attique, à ne plus faire de la géographie historique basée sur des points, sur des cartes à points, en plaçant un DEM ici ou un DEM là, de manière un peu souvent arbitraire au sein d'une région, mais vraiment à concevoir le DEM comme une micro-région et comme un petit territoire. Et donc, si on place 2 points pour deux centres de DEM à moins d'1 kilomètre de distance, il faut savoir que ça va créer des problèmes au niveau économique et que rapprocher trop DEM entre eux n'a pas de sens d'un point de vue territorial. Donc là aussi, je crois qu'en appliquant ce modèle d'allocation basé sur un coût surface, on arrive à mieux hiérarchiser l'information, à mieux critiquer l'information archéologique et à mieux comprendre la complexité d'un territoire. Donc ça, je crois que c'est un outil qui permet, malgré ses limites, de faire progresser énormément beaucoup d'aspects de géographie historique. En développement inattendu, c'est qu'on arrive, peut-être pour la première fois, à calculer la superficie, la surface, bien entendu théorique, des différents DEM attiques. Et une fois qu'on a ces différentes superficies, on peut rentrer dans une analyse tout à fait intéressante quand on commence à ajouter l'agriculture, les surfaces agricoles et aussi les données démographiques à disposition à partir des quotas bouleutiques. Alors, première réflexion, quand on met tous les DEM attiques dans un tableau, on se rend compte que les DEM les plus grands sont les DEM frontaliers. Ça, c'est intéressant. Il y a peut-être un raisonnement circulaire, vous allez me dire, évidemment, parce que les frontières sont floues, sont mal définies, donc évidemment les DEM frontaliers seront plus grands. Oui, mais tout de même, il y a des choses tout à fait intéressantes qui se passent aux frontières, et ce modèle permet de le mettre en place. Ça permet aussi de comprendre quel est le DEM attique moyen, qui était relativement petit. Donc on arrive, grâce à ces statistiques, qui une fois de plus restent théoriques, mais on arrive à
commencer à chiffrer certaines analyses économiques. On peut estimer le captage agricole d'EDEM attique par superficie. Et là, ça commence à devenir très intéressant quand on veut commencer à se lancer dans des études sur l'agriculture antique ou même d'économie rurale. Et grâce à ces superficies, qui sont une fois plus théoriques, on peut comparer la population théorique d'EDEM avec les surfaces disponibles pour l'agriculture. Alors, c'est un travail considérable qui comporte une donnée de terrain aussi, puisqu'il faut systématiquement aller visiter ces micro-terroirs pour essayer de vérifier l'information. Mais je crois que c'est une piste nouvelle qui est tout à fait intéressante pour essayer de comprendre la micro-économie au sein d'une région comme l'Attique. Alors, captage agricole du dème de Bessa, par exemple, c'est un dème intéressant puisqu'il c'est un dème minier, donc il est au milieu des mines. Il a un territoire de 15 km², donc c'est 3 x 5, c'est vraiment rien du tout. Il a une surface agricole de 2,8 km², théorique bien entendu, mais ça nous donne en pourcentage de surface agricole pour le dème. Et quand on le compare avec la population théorique, on arrive très vite à estimer si Andem était dépendant ou pas de son propre terroir. Et quand on multiplie ce type d'analyse pour l'ensemble des dèmes, je crois qu'on arrive à entrer dans un degré d'analyse qui est tout à fait inédit pour étudier vraiment la microéconomie agricole et rurale attique. On pourrait multiplier les exemples, et je crois que là, on touche vraiment à la force des SIG. Plus on compare de données, plus on les met ensemble, on a de nouvelles grilles d'analyse qui se mettent en place, et puis surtout des nouvelles hypothèses. Ces hypothèses sont des hypothèses de travail, les résultats doivent être critiqués, mais on débouche systématiquement, je crois, sur des nouvelles pistes de recherche et qui demandent à être toujours plus critiquées. En développement intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que je me suis dit, à partir de cette modélisation micro-régionale au sein de l'Attique, est-ce que je ne pourrais pas étudier cette cartographie régionale aux voisins, donc la Béotie et la Mégarine. Donc j'ai inclus dans ce modèle les sites d'habitat béotien connus dans le sud de la Béotie, les sites mégariens, et j'ai recommencé cette analyse à plus large échelle en délimitant les micro-terroirs de ces différents habitats à une échelle assez large. Ensuite, je me suis intéressé à l'identité de ces différentes cellules, et puis en sélectionnant uniquement ce qui est attique, et en sélectionnant ce qui est béotien, même au niveau des micro-régions béotiennes ou mégarides, on arrive à une nouvelle délimitation des frontières, comme vous voyez ici. Certes, ça reste théorique, mais c'est une nouvelle méthode pour essayer d'analyser les espaces frontaliers et surtout pour déboucher sur des hypothèses concernant les tracés frontaliers. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un tracé figé, puisque grâce aux cartes chronologiques et grâce à la souplesse des SIG, on arrive justement à créer des cartes et une évolution des frontières d'un point de vue comme ça, du paysage et des micro-régions sur la longue durée. Et ça, c'est, je crois, une nouvelle clé de lecture, une fois, pour étudier les frontières des cités grecques. Et on peut étudier en profondeur de plus en plus ces régions frontalières. Donc ça, c'est un modèle qui m'intéresse beaucoup pour mon étude des frontières dans le monde grec. Et puis, j'essaye de dépasser aussi l'Attique. Et là, je me suis amusé pour essayer si vous voulez, de créer des cellules pour les 1000 cités, les 1000 poleis du monde grec, en utilisant dans un premier temps les polygones de Thyssen. Vous voyez ici un extrait de la carte qui vient de l'inventaire, l'Inventory of Classical Poleis de l'école de Copenhague, où toutes ces, et des résultats aussi du Police Center étudié de Stanford à Josh Ober. Vous voyez toutes les cités, et puis on peut créer des frontières théoriques entre ces cités. C'est une première étape. La seconde étape, c'est de s'intéresser à des régions, micro-régions, comme la Crète maintenant, et de lancer un modèle comme ça pour essayer de délimiter les frontières basées sur le coût et l'effort de marche et les micro-régions. Donc ça, à partir de cette analyse des coûts de surface, je crois, arrivé à montrer qu'il y a des nouvelles pistes de recherche qui se mettent en place pour étudier toutes sortes de phénomènes, pas seulement l'économie rurale, mais aussi les frontières entre cités grecques. Et ça, je crois que c'est une puissance d'analyse spatiale qui aurait été encore pratiquement impensable il y a une quinzaine d'années. Donc, le modèle n'est pas parfait, il faut le critiquer, il faut aller au-delà, mais je crois que ça offre des pistes de recherche tout à fait intéressantes. Et je terminerai là-dessus, dans les conclusions. Je
crois que l'interaction de données riches et variées sur plusieurs niveaux font des SIG des outils et des méthodes d'analyse très puissants, voire même uniques pour comprendre l'interaction entre l'homme et l'environnement dans une région donnée. Outre la gestion des données, sur laquelle j'ai un peu insisté dans la première partie de l'exposé, les SIG forment un espace de réflexion, une plateforme où on étudie des phénomènes spatiaux complexes et on élabore des hypothèses. Et cet espace de réflexion, c'est son ordinateur, c'est son poste de recherche. Je passe des heures, littéralement, à visualiser des données, à étudier différentes cohabitations de calques, différentes cohabitations de données, et je prends des notes sur un bloc papier à partir des résultats que j'affiche à l'écran. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette notion d'espace de réflexion. En ce qui me concerne, d'un point de vue personnel, quand on a toutes ces données qui se mettent en place, ça devient vraiment un espace vraiment unique pour élaborer des hypothèses. Ensuite, je terminerai par cette phrase ou par cette idée, c'est que les modélisations SIG fournissent des interprétations probables de comportements humains élaborés par des humains. Donc par nous, par les logarithmes évidemment, par les informaticiens qui développent ces outils. Donc le SIG, il faut toujours se le rappeler, c'est un processus et non un produit fini. Et c'est à nous, les archéologues du terroir, du territoire, de critiquer systématiquement les résultats et d'inclure les limites de notre modèle dans les réflexions futures. Voilà, je vous remercie de votre attention.